est-ce qu'Édouard Philippe peut être un bon président de la République? En tout cas, meilleur qu'Emmanuel Macron. Et je te propose dans cette vidéo de traiter de différents sujets qu'il a évoqués dernièrement, et on va commencer par le plus piquant, le sujet des retraites. Alors avant de continuer, qui est Édouard Philippe? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Est-ce qu'il a déjà travaillé dans sa vie? Est-ce qu'il a eu un vrai travail? Ce que j'entends par un vrai travail, c'est une personne qui a connu le terrain, d'accord? Donc on va essayer de voir ça ensemble. Déjà, il est sorti de l'ENA, donc ça veut dire que papa et maman étaient derrière son dos pour pouvoir se faire financer ses bonnes études. Ensuite, il devient avocat, ok, donc bon, avocat, j'aime bien les avocats, c'est bon pour la santé, et donc il a travaillé dans un cabinet. Moi j'estime qu'avocat, c'est un travail, voilà, je considère que c'est un travail. Ensuite, il a rejoint la multinationale française Areva, donc à mon avis, c'est pas en tant qu'ouvrier, hein, c'est en tant que directeur des affaires publiques. Il a été maire au Havre. Ensuite, il a fait Premier ministre sous notre ami Macron, si je me trompe pas. Bon, ok, d'accord. Pour moi, il a pas connu le travail. Sa vie, il n'a pas suffisamment mangé de mandale dans sa tronche pour connaître la véritable douleur que les Français peuvent avoir à travailler tous les jours, à se faire taxer, ponctionner régulièrement. Et puis ensuite, d'un point de vue politique, donc il était militant rocadien. Ok, d'accord. Donc Michel Rocard, donc il était de gauche. Donc déjà, c'est un gars de gauche qui s'est orienté vers l'UMP, donc ça veut dire qu'il s'est dégauchisé un petit peu, et puis après là, La République En Marche, il s'est encore... Bah non, en fait, non, il est resté de gauche. C'est officiellement un homme politique de gauche, donc on va écouter ce qu'il a à dire sur les différents points que l'on va voir dans cette vidéo. Mais je pense que passer un système à points était une bonne idée, et je pense que installer dans le système de retraite un mécanisme qui permettait de l'équilibrer durablement était également une bonne idée, compte tenu de ce que l'on voit depuis 40 ans en France, c'est-à-dire notre incapacité à équilibrer notre système de retraite. Bon, encore une fois, c'est loupé, il prend pas la bonne décision sur les retraites. Un système à points n'est pas mieux qu'un système de retraite par répartition comme on peut l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, alors ce n'est pas mieux, si, c'est un petit peu mieux sur le principe, parce qu'aujourd'hui on a un système de retraite qui est un système de Ponzi, mais le système de Ponzi restera le même pour le système de retraite à points. Bon, ceci dit, on a aujourd'hui un système qui est basé sur les personnes qui travaillent, qui cotisent pour payer les retraites des anciens. Sauf qu'on se retrouve avec une pyramide des âges, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des statistiques posées, où on a une pyramide des âges qui montre bien que la population devient de plus en plus vieille. Et si elle devient de plus en plus vieille, on a plus de retraités qui vont rentrer dans une phase de petite détente qui va bien jusqu'à la fin, mais aussi moins de salariés qui vont cotiser pour ces personnes-là. Et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver de l'argent? Eh bien, encore une fois, on va accroître la dette de la France sur les marchés financiers. Donc c'est ce que l'on a aujourd'hui. Maintenant, ce que nous propose notre ami Édouard Philippe, c'est exactement la même chose, à la seule différence, c'est que c'est un système par points. Ce qui veut dire que là, par contre, chaque euro cotisé est converti en points selon une petite valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si la valeur d'achat du point est de 2 euros, une cotisation de 200 euros permet d'acquérir 100 points. Donc c'est un système un petit peu différent, mais encore une fois, c'est un système qui ne peut pas convenir aux Français pour une simple et bonne raison, c'est que on t'a fait une promesse, notamment sur la base des retraites par répartition, on t'a fait une promesse il y a 40 ans en tant que salarié que tu auras une bonne retraite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 40 ans, on t'a promis une bonne retraite. Aujourd'hui, ce que tu as, c'est une retraite de miséreux, c'est une retraite qui change régulièrement, où on te gèle ton point d'augmentation de droit à la retraite, donc on change les termes du contrat. Ça veut dire quoi dans un système à points? Ça veut dire que si aujourd'hui on te dit on met un système à points avec une valeur du point de X euros, peu importe, eh bien ça veut dire que demain l'État peut une nouvelle fois changer les termes du contrat. Finalement ça sera pas 2 euros, ça sera 40 centimes, et tu vas te faire enfler une nouvelle fois. Il faut absolument qu'on ait un système de retraite par capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui investis dans ta retraite. Ça peut être une assurance vie complètement moisie, ça c'est ton choix. Ça peut être des actions ou encore des ETF. Et sur cette base-là, tu vas accumuler du capital. Ce capital, tu vas pouvoir le récupérer quand tu seras
à la retraite. Et je te donne un ordre d'exemple. En termes de cotisation aujourd'hui sur ton système de répartition, tu cotises environ 200 000 euros. Si tu faisais exactement la même chose, à raison d'à peu près de 4 000 euros de cotisation par an, si tu faisais exactement la même chose avec une retraite par capitalisation, eh bien tu te retrouverais avec plus de 2 millions d'euros en poche parce que tu as simplement investi dans un petit ETF qui va bien régulièrement tes petits 4 000 euros par an. Imagine la différence entre les deux. Et toi, tu te retrouves avec une petite retraite de miséreux de 900 000 euros ou quoi que ce soit, alors que tu pourrais te retrouver avec une retraite beaucoup plus intéressante. Bien évidemment, ça demande autre chose derrière, et je vais conclure sur ce point-là, c'est qu'il faut absolument qu'on donne aux Français une culture financière. Et aujourd'hui, l'État ne veut pas te donner cette culture financière parce qu'elle préfère conserver ton argent pour se le mettre dans la poche, pour pouvoir continuer à se payer grassement pendant que toi, tu galères à cotiser pour une retraite que tu ne verras jamais. Alors maintenant, on va parler de la dette. Ah, la dette française, la fameuse dette française, tu vas voir. Alors, je partage assez son point de vue, mais pas sur absolument tout. Écoute. Mais pour moi, le budget intelligent, c'est d'abord un budget qui remet la France dans le bon sens. Le bon sens, c'est interrompre cette courbe que je crois mortifère pour le pays, d'un endettement qui s'accroît année après année et d'un déficit budgétaire qui n'est pas contenu. On va terminer l'année 2024 avec un déficit de l'ordre, en tout cas au moins 6%. Il y a beaucoup de gens que ça n'inquiète pas, parce qu'ils vous disent qu'au fond, la dette, on la rembourse jamais, que tout ça, c'est des chiffres, que ça... Moi, je crois que c'est très inquiétant. Je pense que la situation financière du pays est très inquiétante. Je pense que nous sommes en train, par notre incapacité à régler un certain nombre de problèmes, de placer la France de demain, mais pas de demain dans 30 ans, la France des 10 ans qui viennent, dans une situation de contrainte absolue. Et que donc, nous devons replacer le budget dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une réduction du déficit. Les mecs qui disent que la dette ne sera jamais remboursée, ce sont des mecs qui ont une maladie mentale. Ils sont de gauche, ils sont communistes. Le LFI, NFP et tout le bazar sont des gens qui mettent ces propos en avant. Et notamment, les personnes qui disent ça sont des personnes qui n'ont qu'un seul intérêt. Leur intérêt principal, c'est de continuer à être financés grâce à la dette par l'intermédiaire de l'épargne des Français. Je te rappelle, la petite Sandrine Rousseau qui explique que l'épargne des Français va aider à contribuer à la dette de l'État. Et qui est financé par la dette de l'État? Eh bien, ce sont ces mêmes députés qui te mettent cette propagande en tête, comme quoi la dette, de toute façon, on s'en fiche, on peut continuer à emprunter, on ne la remboursera jamais. On est au bord de la faillite aujourd'hui. Les institutions sont en train de baisser les notes de confiance envers la France. On emprunte plus cher que ce que la Grèce emprunte sur les marchés. On est en train de couler en France. Moi, indirectement et personnellement, j'espère qu'un jour, la France sera sous tutelle du FMI. Ça va faire mal, ça va mettre une grosse claque. Tous ces députés gauchos communistes, ça va dégager parce que le FMI va imposer, va contrôler les finances de la France et va interdire le fait qu'on ait une dépense supplémentaire et va pousser la France à faire des économies. Donc dans ce sens-là, effectivement, Édouard Philippe a raison, il faut absolument réduire cette dette-là. Et cette dette-là doit être absolument accompagnée par le fait qu'on réduise en même temps l'impôt sur les Français. L'impôt, c'est de la privation de richesse du Français. Le Français qui paye des impôts pour pouvoir subventionner des films avec le CNC que personne ne va voir, des impôts que le Français continue à payer pour pouvoir financer des personnes qui sont assistés dans la société, les mecs au RSA qui ne veulent absolument rien branler, les députés qui préfèrent voir leur intérêt plutôt que l'intérêt des Français en premier, eh bien ces impôts-là, il faut les réduire. Ça va pousser à faire des économies derrière, ça va pousser à couper dans le budget de l'État. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de convaincre le gouvernement que l'intérêt du pays, c'est de baisser les dépenses publiques et donc d'atteindre cet objectif de 5,4 et peut-être même de 5,5 par la baisse de la dépense. C'est plus difficile, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'ai dit hier au ministre de l'économie et à la ministre chargée des comptes publics et du budget. Je leur ai dit, vous allez dans le bon sens, très bien, nous vous aiderons, mais je pense que le bon instrument à utiliser, c'est la baisse de la dépense et pas l'augmentation d'impôts. Pourquoi pas l'augmentation d'impôts? Parce c'est un fait, c'est pas de mon fait, mais enfin, on est en France dans un pays où la pression fiscale, taux de prélèvement obligatoire est déjà
extrêmement important. Et nous avons pendant des années augmenté, quand je dis nous, c'est pas nécessairement moi j'ai plutôt baissé les impôts. Mais enfin, on a pendant des années augmenté la pression fiscale et je constate qu'au fur et à mesure qu'on augmentait la pression fiscale, on a quand même augmenté le déficit et surtout augmenté la dette. Donc il faut que nous reprenions. Tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Ces personnes-là ne sont pas là pour t'aider, ces députés, ces sénateurs, ils sont pas là pour t'aider, ils sont là pour te ponctionner toujours plus, de telle sorte à financer toujours plus du parasitisme dans l'État français. Je te rappelle une nouvelle fois qu'en 2024, tous les députés se sont octroyés, se sont auto-votés, se sont auto-augmentés de 300 € supplémentaires par mois. Tous les sénateurs ont fait exactement la même chose à hauteur de 700 € par mois. Et tout ça sous le flag que il faut quand même suivre l'inflation. On peut pas subir l'inflation. Non mais t'imagines un petit peu, tu t'augmentes de 300 € pour essayer de subvenir au-dessus de l'inflation. Le retraité qui aujourd'hui va être augmenté de 2,2% de son point pour avoir un peu plus de retraite, lui il va se faire niquer par contre. Parce que oui, le LFI s'est vanté très largement d'avoir défoncé le gouvernement Barnier, mais d'avoir permis que pour 2025 les retraités puissent s'augmenter de 2,2% sur leur retraite. Mais ce qu'ils ne t'ont pas dit derrière, c'est que le barème des impôts, il va être calqué sur quel budget ? Sur le budget 2024, il n'y en a pas en 2025 à l'heure actuelle. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les retraités qui vont avoir une augmentation de 2,2%, qui vont passer dans la tranche imposable, eux vont perdre de l'argent. Eux vont se retrouver à 1. Ne pas avoir suivi l'inflation, 2. Peut-être à payer plus que ce qu'ils n'auraient payé s'ils avaient eu quelque chose avec un budget qui tient la route. Ces députés, ces sénateurs, ces parasites de fonctionnaires ne sont là que dans un seul but, et un but purement égoïste, c'est de te ponctionner toujours plus pour s'en mettre plein les poches et continuer à se gaver sur le dos des Français. Et sans déconner, faut arrêter avec l'argent des Français. Ponctionner toujours plus le Français, c'est lui priver de sa richesse. Tu payes plus d'impôts, tu payes plus de cotisations, tu payes toujours plus de taxes. Ces taxes-là vont dans un État qui n'est pas capable de gérer un budget, puisque à première vue, depuis 40 ans, le trou de la sécurité n'est toujours pas comblé. Donc on nous prouve depuis 40 ans qu'ils sont incompétents à gérer l'argent des Français. Et que crois-tu qu'un Français va faire s'il a plus de richesse ? Il va dépenser plus dans son pays, puis indirectement ça va faire plus de recettes fiscales. Et ce Français-là, il va investir beaucoup plus dans l'économie de son pays, donc on va avoir une meilleure richesse, on va avoir beaucoup moins de pauvreté en France, parce que les gens... je te rappelle que le Français moyen, lui, il sait gérer son budget. Il a 1400, 1500, 2000 € par mois. Il sait se serrer la ceinture. Il sait faire des économies. Alors que l'État, lui, il ne sait pas faire ça. Donc, il faut arrêter de priver les Français de leur richesse. Il faut faire en sorte que les Français soient moins taxés, qu'ils payent moins de cotisations. Je rappelle, juste pour la petite parenthèse sur la retraite, moins de cotisations reversées à l'État, c'est des cotisations que tu peux reverser dans le salaire directement aux Français. Et cette cotisation-là, il peut la verser directement dans sa retraite par capitalisation. Tu vois, il y a des solutions. Il y a des solutions pour remettre la France sur le droit chemin. Malheureusement, c'est pas demain la veille qu'on va avoir un gouvernement suffisamment intelligent pour prendre soin des Français. Il faut que tu te bouges les fesses. Laisse tomber le fait que le gouvernement va t'aider un jour ou l'autre. Arrête de croire que ce gouvernement va te sauver. Il faut que tu te génères des compléments de revenus. Il faut que tu transformes tes idées en argent. Et ça, tu peux le faire. Et c'est accessible à absolument tous les Français aujourd'hui. Tu prends ton téléphone, tu filmes quelque chose dans la rue, tu filmes quelque chose qui t'énerve, tu filmes quelque chose que tu sais faire et tu le postes sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que je fais sur YouTube et je te le montre au quotidien avec mes statistiques pour pouvoir t'encourager, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses passer le cap et te dire « Bah ouais, finalement, il a réussi à le faire, pourquoi pas moi ? Je suis pas plus intelligent qu'un autre et pourtant, j'y arrive. Alors, pourquoi pas toi ? » On a fait en 28 jours plus de 1000 abonnés sur cette chaîne-là. On a commencé à dégager en début janvier la monétisation sur cette chaîne-là. Et hier à midi, et je tiens à remercier les 2063 abonnés qui m'ont fait confiance sur cette chaîne-là, on a passé la barre des 2000 abonnés. Tu n'as que deux choses à faire pour pouvoir transformer ta parole en argent. La première, c'est de t'abonner au canal Telegram où je te passe des conseils, des astuces, des statistiques, des retours d'expérience pour que
tu puisses parvenir à transformer tes idées en argent. Et la deuxième chose à faire, eh bien c'est abonne-toi, parce que YouTube, par son algorithme, va te proposer des contenus de mes playlists sur comment monétiser tes contenus, et puis aussi tu vas pouvoir rejoindre les créateurs de valeur de façon à approfondir tes connaissances dans le milieu passionnant de la création de contenu. Alors ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.